22 novembre 2021. Bienvenue. Vous regardez CCTV depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Kiosque de ce lundi revient sur trois thèmes très importants qui dominent l'actualité ce matin. D'abord, c'est site confirmé ou annulé le carton rouge de Gentini Ngobila au CANCC Milapro. Gentini Ngobila a répondu à la lettre d'information de ces deux organisations de la société civile proches de l'église catholique et proches de l'église protestante pour le gouverneur de la ville. Donc, il n'y a pas moyen d'accepter ou de donner le go de ce sit-in devant la CENI, d'autant plus que c'est une zone déclarée zone rouge et en tenant également compte de l'inviolabilité du siège de la Commission électorale nationale indépendante. Je vous rappelle que les CLC, les Milapro, demandent ni plus ni moins que la dépolitisation de la CENI. Qu'est-ce qu'il y a comme contenu au sein de cette dépolitisation, d'autant plus que déjà le président a désigné dans des conditions un peu décriées par ces organisations, continue et poursuit avec le travail. Le processus est bel et bien lancé. Le gouvernement a disponibilisé dans le budget plus de 250 millions de dollars américains pour couvrir ce processus électoral. On en parle tout à l'heure avec des confrères. Le deuxième thème, on en a parlé peut-être la semaine dernière, Congo Aldap, révélations médias. D'abord, ces rapports préliminaires sur le détournement des fonds avec trois piliers, la nébuleuse banque BGFI Bank, avec les frères du président Kabila. Encore, il y a sa sœur qui est impliquée dans cette affaire, tout comme lui-même, l'argent de l'État, du Trésor public, l'argent qui est venu aussi du côté de l'ONU, parce qu'il fallait couvrir les charges d'une mission onusienne au niveau de Centrafrique, plus précisément à Bangui, là où nos vaillantes forces armées et nos éléments de la police étaient intervenus, mais jusque-là, ils n'avaient pas bénéficié de cet argent. Donc l'argent, Kabila l'a récupéré. D'où Jésus Vélédou, bonjour. Bonjour Serge Kabongo, merci de l'invitation. Bienvenue à vous. Merci. Allez, on va d'abord la minute com. Vous n'avez que 2 minutes 30 secondes pour revenir sur votre site d'information, Liberté Actu. Vous revenez sur quelle information? Ce matin, la Liberté Actu s'est intéressée un peu à ce qui se passe à la DGRK. Oui. Serge, on a trouvé une situation qui fait tache d'huile et qui salue encore une fois de plus l'image de l'APLC, l'Agence de prévention de lutte contre la corruption. Comment expliquer que le DG Koulouta qui arrive à la tête de la DGRK, il trouve un conflit sur sa table entre un logiciel Solitech, une société privée d'ailleurs. C'est une société qui permet le processus de mobilisation des recettes soit un peu rapide et fluide. Et malheureusement, il y avait plusieurs plaintes des gens autour de ce service logiciel Solitech. Le DG, il a étudié minutieusement le problème. Il dit, effectivement, la société Solitech avec le logiciel était en phase d'expérimentation. Et donc, ça faisait perdre à la ville de Kinshasa des millions parce que le service n'était pas performant par rapport à la mobilisation. Et lorsqu'il a demandé à cette société de se retirer pour trouver une solution efficace, c'est maintenant la PLC qui s'invite. C'est des menaces. Alors, on se pose la question, comment expliquer dans un conflit entre la ville de Kinshasa, où les intérêts de la ville sont mis en jeu, mais c'est un service de la présidence de la République qui vient prendre parti, fait et cause pour une société privée, et donc il y a tache d'huile. Et ça s'en est suivi plusieurs menaces. Apprend-on, c'était d'abord l'ANER qui a intervenu, après on apprend qu'il y a une alerte à l'issue des enquêtes menées par l'APLC qui parlerait de détournement des deniers publics dans le chef de Koulouta. Tout ceci s'apparente à un acharnement parce que il a mis à l'écart Solitech. Au moment où nous parlons, non seulement qu'il y a eu des actions médiatiques menées par l'APLC, mais il y a eu une plainte contre le DG par l'APLC, comme quoi il aurait détourné de millions de dollars de la DGRK alors qu'il venait à peine de commencer. Pourtant, l'IGF, l'Inspection Générale des Finances, mène des enquêtes en tout silence au niveau de la DGRK, s'agissant de ce dossier-là, mais on ne comprend pas la médiatisation de l'APLC, l'agence, c'est-à-dire
l'APLC qui dépose plainte, mais qui alerte à travers des communiqués, qui saisit les médias en ligne, les médias internationaux, etc. Une campagne autour de cette diabolisation. Mais finalement, à la présidence, qui fait quoi? L'APLC fait quoi? L'inspection générale des finances fait quoi? Les cours et tribunaux font quoi? C'est une très belle question. Finalement, c'est tout le monde qui veut. C'est une très belle question. Mais Serge, vous savez, nous sommes journalistes. Il faut rappeler qu'il n'y a que quelques mois, cette agence de prévention de lutte contre la corruption, a été trempée dans la corruption. Ah oui. Vous vous rappelez une affaire de 30 millions de dollars avec une banque, Afriland Bank, je crois. Et donc, il y a même des images. Je crois que c'est Access Bank. C'est pas Voilà. Afriland, Access. Voilà. Il y a même des images où l'agence qui est censée lutter contre la corruption, réprimer la corruption, mais se lance dans la corruption. Alors, lorsque vous ouvrez l'œil et les bons sur le dossier des GRK, vous trouverez qu'il s'agit d'une affaire de rétrocommission. La société Solutec aurait... Les mots est sorti. Aurait demandé, aurait fait des garanties à cette agence pour dire nous devons y être là, nous devons continuer à travailler, et en contrepartie nous allons retrocéder au niveau de cette agence. Et donc ça, c'est nous réfléchissons et nous le disons ici, c'est inadmissible, Serge Kabongo. Merci. Dans un état qui se veut un état de droit, dans un état où on parle de scandales, de hold-up, etc., 138 millions de dollars et puis on en parlera des milliards, il faut que la gestion actuelle soit prudente parce que nous risquons de retomber dans des scandales après Tshisekedi. Ah oui, tout le monde sera servi, rappelez-vous. Hein. Ah, ce n'est pas que ça touche Kabila aujourd'hui. Bientôt on va parler RAM, bientôt on va parler 100 jours. Eric Wimba, bonjour. Hein. Bonjour Serge Kabongo. Bon début de la semaine d'abord. Bon début de la semaine. Je rappelle que vous êtes très bien habillé. Merci. Et je salue Dougézi et Pijira, ça fait longtemps que je l'ai vu. Allez, vous évoluez maintenant sous votre propre label, c'est exclusif. Hein? Exclusif, rdc.com. Allez, la minute com, vous en avez une. Vous revenez sur quel titre? En tout cas, les grands titres, aujourd'hui, nous revenons sur la grande vision de la réduction du train de vie de l'État, telle qu'incarnée par Délice Saba. D'abord, c'est devenu un débat public, mais même ceux qui étaient contre hier, au niveau de l'Union sacrée, notamment le premier vice-président de l'Assemblée nationale, a remis les débats. Si les Congolais peuvent débattre maintenant sur les idées, sur la gestion des finances publiques, parce qu'il n'y a pas un État fort sans une finance publique, sans une finance publique saine. Et Délice Sanga démontre quand il parle de la CLP, mais vous savez, dans la lettre, la réduction du train de vie de l'État, si vous lisez même la tribune de l'honorable Sanga, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les problèmes ont été déjà posés au niveau de la lettre des 13 parlementaires. On a demandé que fait-on avec l'argent public. C'était la seule question parce qu'il y avait une dotation excessive au niveau de la présidence. Et ça n'a pas changé en dépit du fait que l'IDPS est au pouvoir. Un parti ici du combat de la lettre des 13 parlementaires. Si vous lisez les projets de budget actuels dans sa phase qui n'est pas encore réaménagée, adopté au Conseil des ministres, vous constaterez que la présidence est devenue un mammouth financier en RDC. Comment peut-on comprendre que les cabinets du président de la République et tous ces services, quand on parle de la présidence en général, le budget est 3 fois supérieur au budget qu'on donne à la justice? Mais comment on peut construire un état de droit lorsqu'on paye mieux les gens à la présidence que les magistrats, qu'on donne 700 $? Ça pose un problème. Et deuxième chose, deuxième cadavre dans le placard, au niveau de l'Assemblée nationale, notre ami Jean-Marc Aboun, qui limite la réduction du train de vie de l'État à diviser les salaires des députés et ministres. Non, la vision, c'est toute une vision. Donc, les frais de fonctionnement exorbitants. Comment peut-on comprendre? Et j'ai noté quand même que c'est pourquoi les gens se précipitent pour être au bureau. Comment un rapporteur de l'Assemblée nationale peut se taper 40 000 $? Comme salaire? Comme salaire, supérieur au salaire de Macron. J'ai dit bien, je n'arrive même pas au niveau des Kaboundé et des Mbosso. Supérieur au budget de Macron. Alors c'est tellement exorbitant. Et troisième question, que font nos représentants diplomatiques qui sont payés par les trésors publics pour que les chefs de l'État voyagent avec toute une délégation qui coûte au trésor public? Et en 1977, là, c'est ça la note, la question a été posée à Mobutu parce qu'on a constaté que Tshisekedi comme Mobutu en 1977, on a dit à Mobutu, vous voyagez un peu beaucoup. Pour quel rendement? Et cela dépense à l'édit. Si on met toutes ces ressources-là, qui sont gaspillées au niveau de l'Assemblée, au niveau du gouvernement, au niveau des Sénats, pour mettre ça dans les secteurs comme l'enseignement, comme la défense, on deviendra un État fort. Pas un État... qui consomme le gros de son budget dans les fonctionnements des institutions. Un État distributeur automatique des privilèges de clientèle politique. Où aujourd'hui, vous sentez les députés... Vous trouvez des termes là où? Non, mais les députés vont toucher désormais... On a aligné 114 millions de dollars pour les députés. Les députés vont toucher désormais 15 000 $.
Alors, vous savez, je vois les députés décrier les dépassements. Mais au début, ça je vais terminer. L'honorable César avait dit exactement ceci. Nous devons être exigeants, nous députés, en tant qu'autorité budgétaire. C'est-à-dire, l'équivalence de nos salaires doit être celui du secrétaire général. Tout le monde a refusé, y compris celui qui est monté sur les chevaux en bout de la loge, qui aujourd'hui est devenu l'apôtre qui traîne de vie de l'État. Pas de fixation sur... je me limite là parce qu'il a lancé les débats. Merci beaucoup. Il doit payer quand même les droits d'auteur. On va terminer cette revue de la table, revue du plateau, avec Gérard Elenga, plusieurs fois annoncé, mais il ne vient pas, mais finalement aujourd'hui. Allez, Serpi, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue sur Kiosque. Hein. Merci beaucoup. Vous signez la votre retour. J'ai toujours dit que je fais partie des cofondateurs de cette émission et donc je ne la ferai jamais. C'est pas Doudou Montiri qui va pourtant me contredire. Dans mes 2 minutes de com, je reviens sur 2 sujets rapidement. D'abord, pour compléter d'où j'ai dit, il faut dire ici que le président de la République, quelquefois aussi, est en train de commettre des erreurs. Je ne comprends pas pourquoi Tshisekedi multiplie la création de toutes ces inutiles structures qui se trouveraient rattachées à la présidence de la République. Inutile, mais APLC là, déjà l'UGF existe. Vous avez cette histoire de l'APLC, l'autre là qui est dirigé par un veille stratégique, tout ça. Donc le président se surcharge aussi pour rien. En nous prenant des gens qui sont comme ça, qui viennent justement pour chercher à se remplir des poches. Clairement, il faut dire ici par rapport à la question de la DGRK, c'est un acharnement contre le DG Koulouta. Et on connaît que le coordonnateur de l'APLC a des parts, des rétro-commissions qu'il doit avoir. C'est pourquoi je vous dis ici que DG Koulouta a été même à passer nuit à l'année à cause de cette situation. Alors, quand l'UGF vient, les gens doivent comprendre, quand l'UGF vient pour des contrôles financiers d'audit, l'inspection générale, elle tient tout à l'État. On ne peut pas comprendre pendant que l'IGF contrôle, on prend une plainte, on part la déposer contre les DG. Donc nous dénonçons cela. Et deuxième thème, rapidement. Oui, deuxième thème, une question sociale, Serge. Vous savez, la politique de recrutement au sein de la police continue à poser problème. La fameuse unité Oudjana, qui a été recrutée pour des fins que nous connaissons avec un certain, des policiers d'un certain niveau, continue à semer la terreur dans la ville de Kinshasa. Je vous parle de Mumbele, de Yolo et une partie de Kaoka parce que moi-même j'en ai vu. À 3h, 4h, bien Kagoula avec ses armes, ces jeunes gens arrivent et ils sont en train de rafler tout sur leur passage. Ils ne sont pas en mission officielle. Non, en mission officielle avec des armes comme ça. Donc moi je suis en train de dire qu'on ne peut pas rester en insécurité comme ça dans notre propre ville. C'est pourquoi j'interpelle ici non seulement le général Kassongo, excusez, qui est le numéro 1 de notre sécurité dans la ville, mais le commandant suprême des forces armées de la police qui est le président de la République. Abel Sabril avec les ADF là-bas, du côté de l'Itour, ils comprennent ces gens. Ici nous sommes en ville, il faut nous laisser une police de paix. Comprennent ces gens qu'on voit ces jeunes gens là-bas et qu'on revienne avec le système de patrouille mixte. Police militaire plus la police. Et là, quand on va retrouver ces gens vêtus en tenue de police, on va les prendre parce qu'ils sèment vraiment la terreur. Allez, vous avez pris près de 8 minutes hein, pour chacun aborder sa question. Vous avez oublié que chez nous aussi, Lubangi, ça brûle, hein, des conflits intercommunautaires. Bassan-Koussou, au niveau de Djombo. Boudjala aussi, j'ai appris ça. Combat intertribal entre les Ngombe et les Mongo. Vraiment, il y a eu des cas de mort. Puis vous gardez les micros, on va aller au boulevard, sur la place du 30 juin. On appelle ça désormais place du 30 juin. Justement vers la gare centrale. Sit-in de Milapro, carton rouge de Ngobila. Pas d'accord avec eux. Le siège de la CENI est inviolable au terme de la loi qui régit la Commission électorale nationale indépendante. Non simplement ça, mais Ngobila ajoute dans sa lettre qu'il n'y a pas d'existence juridique, que ce soit pour CLC, que ce soit pour Milapro, et que si c'est une activité qui porte les labels de la CENCO doit se déterminer en tant que telle. Et là, Ngobila saura avec quel partenaire traiter. Vous avez totalement raison, Serge. Il faut dire quand même que la Constitution du 18 février 2006 consacre désormais le régime de l'information. On n'est plus dans le régime d'autorisation comme ce fut pendant les cas de la Deuxième République. En tout cas, pour l'instant, s'il faut manifester sur le plan politique, et tout ça, les marches, meetings et consorts, on informe seulement l'autorité urbaine qui est le gouverneur et elle prend acte de l'autorité pour vous laisser faire votre activité. Mais au-delà de tout ça, il y a une dimension de sécurité, il y a une dimension d'opportunité.
Le mieux informé des citoyens qui nous ici, c'est Ngobila, qui a avec lui l'ANER, les services de renseignement et de sécurité. Il est en mesure d'apprécier une situation pour laisser libre cours aux manifestants de faire ce qu'ils peuvent faire. Mais maintenant, par rapport à ces sit-ins, moi, je suis surpris. Je vais vous dire en passant ici que je suis chrétien protestant, membre de la 22e communauté, la Kadelu, qui est communauté membre de l'église du Christ au Congo, donc l'ECC. Et vous et moi, vous savez des relations que nous avons sur le plan familial avec le pasteur Bokundoa. Oui. Mais maintenant, Milapro, j'ai entendu seulement comme ça Milapro. Je n'ai jamais entendu ça depuis que je suis là. Nous avons de l'autre côté le CLC. Bon, ils sont KLCC, voilà. Oui. Ils sont des Congolais, ils sont des citoyens congolais, des chrétiens de l'église catholique et de l'église protestante. Mais moi, je dis ici que quelque part, Ngobila a aussi raison. L'existence juridique, le fondement juridique de ces deux organisations pose des problèmes. Si c'est à travers la SENCO, c'est là où moi je refuse cette hypocrisie. Si c'est à travers la SENCO et le CC, que le mot d'ordre soit clairement donné, que ces deux églises puissent clairement s'assumer pour prendre toutes sortes d'initiatives. En cas de dérapage, qui doit l'assumer? Justement, en cas de dérapage, qui doit assumer justement. Maintenant, de l'autre côté aussi, il faut dire quand même que si c'est juste un sit-in, je crois quand même qu'au-delà de déclarer la zone rouge, cet espace de la place appelée place du 30 juin, nous avons vu avec la dernière marche de la Mouka, en tout cas, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de dégâts allant dans ce sens-là pour faire respirer la démocratie. On allait seulement déployer un bon nombre de policiers aux alentours et puis on les laisse venir manifester, dire ce qu'ils veulent après ils vont quand même repartir parce que ça risque d'être très mal interprété et on risque de dire qu'il y a deux poids, deux mesures par rapport à d'autres. Quand tu demandes de manifester, on leur laisse mais pas d'autres. Donc je pense que le gouverneur de la ville doit être un peu plus lucide et rationnel là-dessus pour qu'on ne colle pas les étiquettes qu'on avait collées l'autre fois à Est-ce que l'objectif, moi j'ai suivi, j'ai lisé la presse ce matin vers 4h ou 5h du matin, cher de Jésus, le président Kadima a déjà commencé le boulot. Hein. J'ai vu les experts des l'IFES, les experts d'autres structures électorales. Ça rencontre avec même les diplomates. Ils sont venus. Ah. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment obtenir encore le départ de Kadima ou bien c'est de faire pression sur les dirigeants quant aux réformes électorales à venir, par exemple sur la loi électorale, ou par exemple encore sur d'autres matières, ou quant à la crédibilité même du processus électoral. Oui, Serge, moi j'ai toujours dit ici que les débats sur la dépolitisation de la CENI, c'est les débats sur le sexe des anges. La CENI est composée de qui? La CENI est composée des délégués des partis politiques. Qui se neutralisent? C'est les délégués des partis politiques, ce sont des politiques. On ne mettra pas des gens qui viennent de Mars ou des anges, non. Et donc, dire que la CENI est dépolitisée, c'est faire le débat sur le sexe des anges. Parce que la CENI, justement, est composée de... Alors, finalement, est-ce qu'on a déjà évolué? Quel est l'objectif, finalement, de ces manifestations? Voilà. Dans l'entendement de la SENCO, de l'Église catholique et de l'ECC, la dépolitisation de la CENI veut dire pas de Kadima. Point barre. C'est le continent qui donne la dépolitisation de la CENI. Dans l'entendement de la Mouka, la dépolitisation de la CENI veut dire un dialogue. Point. Chacun a son contenu de la dépolitisation. Son contenu. Dans la dépolitisation de la CENI, du FCC, la dépolitisation, ça veut dire un dialogue. La Mouka a des problèmes d'argent. La Mouka veut se créer un problème d'argent. Mais je vous dis, c'est autour d'un dialogue que la Mouka n'a rien à voir avec ça. Il est qui ne sait pas que Fayoulou traîne avec lui son plan de sortie de crise. J'ai lu ce plan de sortie, c'est juste un papier où lui-même se propose président. Et donc c'est ça. C'est un mariage, même pas contre nature, où les gens ne veulent pas s'assumer. Puis Gérard tout à l'heure a parlé de qui appelle à la marche. Mais moi je vais au-delà. Lorsque vous posez la question au FCC de Kabila, il vous dit nous ne sommes pas en coalition avec la Mouka. Lorsque vous posez la question à la Mouka, nous ne sommes pas en coalition avec les FCC. Voyez-vous, lorsque vous posez la question à Katumbi qui a envoyé ses délégués, nous ne sommes pas en coalition. Nous répondons à un appel républicain. Mais vous faites une action politique, mais vous ne voulez pas vous assumer. Autant qu'on ne veut pas s'assumer au niveau de... Qui en répond en cas de problème? C'est ça la bonne question. Et donc, ils ont tellement des intérêts divergents que personne ne veut s'assumer. La preuve, regardez sur le terrain. Sur le terrain, Kabila n'a pas marché lors de la première marche. Kabila n'est pas venu. Mouzito n'est pas venu.
Nous avons appris que Fayoulou a dit qu'il ne peut jamais marcher aux côtés des Chadar. L'épouse de Mouzito était là. Moi, j'avais vu l'épouse de Mouzito. Maman Chantal. Je vous parle des acteurs majeurs. La belle-mère des Mouzito. Moi, je ne vous parle. Dites-moi aussi que la cousine de Chadar était là. Moi, je vous parle des acteurs majeurs. J'aurais voulu, au nom de ce bloc patriotique, j'aurais voulu voir Fayoulou marcher aux côtés des Chadar. Mais nous apprenons, nous sommes journalistes, qu'ils ont refusé de marcher ensemble parce que les intérêts sont tellement divergents. Et donc, si je voudrais revenir à la marche, l'autorisation de la marche, pourquoi vous avez évoqué un article ici de la Constitution, vous dites nous sommes dans un système d'information. Mais pourquoi on saisit alors l'autorité si c'est l'information? Le système d'information ne veut pas dire vous sortez et puis vous commencez à marcher. Pourquoi alors? Marcher est une chose, informer en est une autre. On informe justement pour des mesures d'encadrement, la police, etc. Mais si on voulait accorder bien avant, d'ailleurs moi je suis d'avis qu'il faut laisser les gens marcher. Mais je me dis simplement, si l'autorité estime qu'elle a assez d'informations s'agissant de la sécurité, et qu'on vous dit, monsieur ne marchez pas aujourd'hui, vous pouvez marcher demain, je ne pense pas que c'est un problème. Parce qu'au moment où nous faisons cette émission, nous sommes journalistes, on apprendrait qu'il y a des gens qui seraient déjà logés à Memling, je ne le confirme pas, qui seraient déjà logés à Memling en attente de l'assaut pour aller marcher aux côtés de la... J'ai vu des vidéos ce matin aussi, la police a cadré l'espace de la gare centrale. Hein. Justement. Mais est-ce que la question, si on fait évoluer, ce n'est pas que déjà ces séries de manifs, si une manif déjà après-demain, ce week-end, ça ne jette déjà pas du discrédit sur le processus qui n'est même pas encore lancé. Bon, je dirais qu'il est lancé. C'est-à-dire, on n'est même pas à la proclamation des résultats, mais déjà on commence la contestation préélectorale. Mais Serge, le vrai problème aujourd'hui, quand vous voyez les contenus de leurs revendications, quand vous voyez le sens même de leur démarche, vous allez voir que le dossier est vide. Il ne faut pas revenir sur tout ce qu'on a dit. Quand vous dites par exemple que Kadima est dans les faux, son élection est dans les faux, mais démontrez-le. Personne n'arrive à les démontrer. Si aujourd'hui, donc c'est-à-dire la charte que les catholiques, les CC, les orthodoxes, etc., la charte qu'ils ont eux-mêmes fabriquée, cette charte-là est claire. Je vous ai lu une fois ici l'article 16 et 17. L'article 16 et 17, s'il n'y a pas consensus, nous allons au vote. Et vous savez que si vous êtes minoritaire, vous n'avez qu'une seule voix, ils ont refusé le vote, ils sont partis et les autres ont voté. On dit ici, mais qui est censé signer le PV? Mais leur propre charte est claire. À l'absence du président qui refuse d'être là et du vice-président, c'est la majorité de la plénière. On dit qu'il y a violation, ce n'est que dans l'imaginaire, ce n'est pas dans le fait. Il faudrait reconnaître que nous tous, catholiques, on n'est peut-être pas d'accord avec ce que les CLC ou les Minapro, les autres la font, mais il y a quand même une bonne adhésion de nos pères spirituels. C'est pas que d'avoir des très mal calculé politiquement que d'avoir sur son dos des églises. Alors, voici ma question. Qu'est-ce qui vous rassure qu'aujourd'hui, les CC et l'église catholique refusent déjà la composition du bureau et que demain, elles vont, ces églises ou ces structures, accepter les résultats des élections qui seront préparé et proclamé par ce bureau qui est contesté aujourd'hui. Une seconde, parce qu'il y a mon ami Dougési, je le suis souvent. L'autre fois, je l'ai suivi à la télé, mais j'ai filmé de colère pour entrer dans... Malheureusement, il n'y avait pas possible. Mais là, il est en face de vous. Oui, quand il parlait de la dépolitisation de la CENI, je crois qu'il y a un flou artistique entretenu. Qu'est-ce que ça veut dire, la dépolitisation de la CENI? Selon ton entendement? Pas selon mon entendement, selon l'initiateur de la loi, qui s'appelle, de la réforme, qui s'appelle Christophe Lutundula. La dépolitisation de la CENI, mon ami Jésus, ne signifie pas qu'il n'y ait pas de politique à la CENI. Oui, des politiques vont être à la CENI. Mais dans l'esprit de Lutundula, on a connu 3 cycles électoraux. Il faudra éviter d'amener à la CENI l'esprit majorité-opposition, puisque nous voulons que la structure en question soit neutre. C'est pourquoi l'initiateur de la loi voulait une représentation paritaire, c'est-à-dire l'opposition amène 5, la majorité amène 5. C'est cela l'esprit de Lutundula qu'on appelle la dépolitisation. Alors, je vous arrête, stop. Si je comprends bien, c'est-à-dire la CENI n'est pas un butin de ceux qui ont gagné les élections, qui doivent se partager comme on partage les postes. Oui, c'est ça la politisation. Voilà. Nous mettons d'accord sur le concept dépolitisation. Voilà. Donc là, on doit se mettre d'accord. Malheureusement, vous savez ce qui s'est passé. On a placé notre vieux Lutundula à la vice-primature des affaires étrangères. Il n'a pas pu défendre sa loi qui est devenue Orsini. Une loi complètement charcutée par les Diombo Sokaboun, aidé par les constitutionnalistes Mbata dans la commission PHI. On a changé cette loi, on l'a vidée de toute sa substance. C'est là où ça pose problème. Mais deuxième chose, quand vous parlez des résultats, je veux bien, on dit des Kadima.
Mais comment, moi je me pose seulement une question, au-delà de la légalité, de toutes les gymnastiques juridiques qui sont faites ici. Comment pouvez-nous comprendre? Kadime est entériné à l'Assemblée nationale. Mon sang, un camp politique en train de festoyer, de prendre des selfies, l'Engoïka Sanji, faire la fête. Donc, nous avons un arbitre. Nous avons un match de football. Nous choisissons Serge comme arbitre. Moi je vois les cas adverses en train de faire la fête. Je me dis quoi? Quand le président de la CENI est porté par un camp politique, ça pose énormément de problèmes. Donc il faut reconnaître quand même qu'on a déjà installé les conditions d'une contestation électorale. C'est cela, moi je pense au-delà des autres débats. Et troisième chose, moi je voulais revenir sur les manifestations. Ici nous devons être d'accord sur une chose, qu'une liberté doit être exercée. C'est pourquoi on s'est bâti dans ces pays. Mais moi on parle du régime d'information, Serge. C'est vrai, c'est la Constitution qui élève ces principes. Mais il a fallu une loi organique. Je reviens, vous allez dire que parce que je suis proche de lui, mais il y avait un digne fils de ces pays qui avait réfléchi qu'il fallait donner une loi organique sur les manifestations publiques. Kabila avait refusé de... Kabila, aujourd'hui, ça les rattrape. C'est pourquoi nous disons même à nos amis de l'IDPS, il faut éviter de faire des lois taillées sur mesure. Parce que demain, si vous n'êtes pas à la position de la majorité, ça vous rattrape, il n'y a pas un cadre légal. Donc Ngobila peut se réveiller un matin, permettre aux gens d'aller accueillir les chefs de l'État dans la zone supposée neutre, sans même demander l'information que les autres ont fait. Et justement, quand les autres les font, ça pose un problème. Mais l'IDPS a un problème parce qu'il est au pouvoir. Moi, j'ai participé comme reporter à part ce qu'on a appelé Jeudi choc. Jeudi choc. Ouais. Oui. Les tandems Fayoulou, Jacques Chabani. Oui, donc tous les jeudis, l'IDPS était dans la rue parce qu'il estimait que la manifestation est légale. C'était un défi là, ça, à l'IDPS. Ce que vous avez revendiqué hier et que vous êtes au pouvoir, peut-être que vous comprenez qu'être sous les arbres et être dans l'institution, c'est très compliqué. Pour votre information et pour les téléspectateurs, les jours où on a déshabillé, excusez-moi le terme est peut-être trop fort, les jours où on a malmené Jacques Chabani, on a presque déshabillé Fayoulou, ils ont fui pour venir se cacher au siège de CCTV sur l'avenue du Vous connaissez, donc c'était tous les jours. Ils allaient chercher les pantalons pour eux. Et nous tous, nous étions là pour dire non, on doit laisser l'IDPS manifester, même chaque jeudi. Donc aujourd'hui, l'IDPS qui a combattu pour les libertés publiques a un défi qui est au pouvoir, de laisser les Congolais s'exprimer librement, au lieu à chaque fois de chercher zone neutre, au lieu à chaque fois de chercher cadre juridique. C'est-à-dire Mobilé là en train de chercher donc des petites erreurs. Non, ici, ça ce n'est pas reconnu. Ah oui, c'est que ça tient la route. Hein. Oui, on doit laisser les Congolais manifester. On a connu dans ce pays avant les élections de 2011 l'IDPS, des jeudis qu'on appelait des jeudis chocs. C'est l'IDPS qui était dans la rue. Fayoulou, Franck Diongo. Mais comment l'IDPS qui est au pouvoir aujourd'hui est contre que les gens manifestent? Non, mais malheureusement, je constate qu'aujourd'hui, il y a une chose, quand même, le message est passé. Parce que je constate quand même que les sittings s'est transformé en une petite ville morte. Oui. Vers la gare centrale. Puis, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a moyen quand même, en termes de perspective, comment nous pouvons récupérer cette crédibilité du processus qui est en train d'être parti, d'être pas parti, d'autant plus que si déjà vous avez des grandes confessions religieuses très significatives qui ont point sur rue dans notre communauté, commence déjà à bouder même les processus au début, c'est que les lignes de contestation électorale est dressée. Hein. Bon, vous savez, le problème c'est autour de la motivation de toutes ces revendications aussi. Vous allez voir clairement que ce sont des revendications qui sont d'ordre politique. Politique, d'où Jésus l'a dit ici. Quand Fayoulou se promène avec sa fardela, avec ses fameuses réformes, qu'est-ce qu'il vous dit? Ils vont créer au conseil, si c'est quoi là, le président c'est lui-même. Et quand vous suivez un Penge, quand vous suivez quelqu'un comme ton frère Lissanga Bonganga, qui ne peut avoir un petit poste que par des combinaisons politiques, qu'est-ce qu'il y a de fond là-bas qui cadre avec les intérêts de la population? C'est tellement pertinent dans l'analyse de Charles. Je voulais justement revenir sur ce qu'il a dit. Vous faites de la CENI comme un butin de guerre. Parce que vous avez gagné les élections, vous devez avoir beaucoup de membres au sein. Même quand on parle élection, on est censé avoir quand même un consensus autour de ceux-là qui doivent manipuler la machine. Vous savez, moi j'avais scripté à fond la proposition de loi de l'honorable Lutundula. Heureusement que Wemba, qui est quelqu'un rattaché au Parlement, il fait des reportages là-bas, il sait très bien qu'en étant nommé ministre, Lutundula était chaque fois rappelé pour éclaircir la commission PAJ par rapport au fond de sa loi. Il faut être correct. Il est venu une fois. Oui, on l'avait appelé, excusez, on l'avait appelé tout en étant ministre. Mais aussi par rapport aux manifestations, par rapport à ce que Wemba a dit ici, je comprends un peu sa position.
Je comprends, je suis tout à fait d'accord. Mais arrêtez, moi, je trouve que c'est pas correct. Arrêtez de tout charger sur la tête de l'IDPS. Depuis quand Ngobila est devenu membre de l'IDPS? Mais non, mais depuis quand Ngobila est devenu membre de l'IDPS? Quand vous suivez Kabouya, vous avez suivi vendredi si c'est journée de la base. Kabouya est nous voudrions, nous, de l'opposition, qu'on ne puisse pas bloquer l'opposition qui est là maintenant. Donc faire passer un tel message n'est pas vraiment correct. Mais par rapport à cette dépolitisation de la CENI, c'est un débat de fond. Moi j'invite ici les intellectuels journalistes, les juristes, les politologues que nous sommes pour que nous puissions réfléchir là-dessus. Mais moi je pense plutôt que Serge, au lieu de parler de la dépolitisation de la CENI, la chose qui ne sera pas faite, d'où Jésus l'avait dit, je crois qu'on peut aller sur la représentation égalitaire ou paritaire, voilà. Mais au-delà de cet aspect, il faut plutôt déposséder du pouvoir la fameuse composante appelée confession religieuse du processus électoral. On peut donner ça aux journalistes? Non, aux journalistes qui le sont, par exemple, à l'INPC, par exemple. Voilà le fond ma problème. Mais sinon, en tout cas, dans les prochaines réformes, excusez-moi Serge, moi je pense plutôt qu'on puisse déposséder ces pouvoirs parce qu'aujourd'hui, les Cholés et les Dodo Kamba ne se parlent plus. Vous avez d'un côté mon père Bokundoa et les pères de l'église ne se parlent plus, se sont divisés à cause du choix de Kadima. Alors on ne voit que Kadima, alors que le bureau agit en collégialité. Le bureau de la CENI en tout cas agit en collégialité. Les juristes savent ce que je dis. C'est-à-dire que Kadima n'a pas une décision finale. Encore que lui, il est juste celui qui engage l'institution. Alors dépassons de ce débat parce que la personne s'appelle tout simplement Kadima. On a posé la question de fond. Vous reprochez quoi? Je cite, vous reprochez quoi à Kadima sur le plan de la compétence? Personne ne dit tout simplement parce qu'il porte le nom de Kadima. On reproche seulement les processus. C'est juste ça. Non, les processus de sa désignation, je crois. Sinon, en ce qui concerne son CV, il n'y a pas. Mais on l'a démontré. Justement, vous avez la parole. Vous avez suivi ce qui s'est passé en 2011, je crois, en Côte d'Ivoire. Les présidents qui publient les résultats, donnant Ouattara gagnant, et il y a un vice-président qui récupère les papiers, il bouffe ça, il commence à marcher cela. Il faut craindre ce genre de scénario. Non, Serge, moi je pense qu'il y a plus de peur que de mal. On s'agite inutilement et heureusement que le peuple a acquis la maturité pour comprendre effectivement ce qui se passe, ce qui se trame chez les politiques. Les politiques, si un politique, par exemple, Katumbi, on l'a vu, les vraies revendications de Katumbi, selon un cadre du parti UDPS qui a assisté aux tractations, c'était la vice-présidence de la CENI. Et puisqu'il n'a pas eu ce poste, il est allé au nom du peuple, je ne sais pas, raconter n'importe quoi et descendre dans la rue. Et donc, les politiques ont des revendications qui n'ont rien à voir avec la population. La population. C'est leurs intérêts particuliers. Mais lorsqu'on parle de la dépolitisation, on parle ici des institutions d'appui à la démocratie. Le CESAC, la CENI. Qui dit démocratie, dans le contexte sociopolitique, dit politique. Et donc, comment vous allez déposséder une institution qui appuie la politique? Vous allez les déposséder des politiques. Qui créent des politiques. Des députés, sénateurs, gouverneurs, présidents. Le CESAC aujourd'hui est composé de politiques. C'est une institution d'appui à la démocratie pour appuyer la politique. Et la CENI, il va de soi de la CENI. Mais lorsque vous parlez de la commission paritaire, mais Serge, la démocratie, c'est la dictature de la majorité. On n'a pas inventé des choses ici. On n'a rien inventé. Ça n'a pas commencé au Congo ici. S'il aurait voulu que ce soit la commission paritaire, opposition 5, majorité 5, et bien aujourd'hui, les députés qui ont siégé, qui sont majorité au niveau de l'Assemblée nationale, ont défini la loi. On définit les modes. On définit comment les choses vont se passer. En quoi nous on va dire ici qu'ils ont violé la constitution, ils ont violé la loi, etc. Et donc la démocratie, il faut qu'on l'admette. On nous a appris cette démocratie-là, c'est la dictature de la majorité sur la minorité. Elle a ses exigences. Ouais, elle a ses exigences. Soit on fait de la démocratie, soit on ne fait pas de la démocratie. Ce que l'on soutient aujourd'hui, on ne l'a pas soutenu hier quand Kabila était au pouvoir. On a pensé que ce que l'UDPS et Fayoum faisaient, ils étaient dans les bons droits de les revendiquer. Mais Serge, attention. Mais hier, vous n'avez pas dit que ce que Kabila faisait avec sa majorité, c'était la dictature de la majorité. Serge. Et en tenant compte de l'opinion minoritaire. Je dois vous rappeler aujourd'hui que Tshisekedi, Étienne, a refusé d'envoyer ses délégués dans la commission paritaire, de participer plutôt à la commission paritaire, 2016 comme 2011 je crois, par le simple fait, 2006, par le simple fait que
l'IDPS n'était pas d'accord avec ce qui se passait. Oui, mais au nom de ce que je viens du principe évoqué ici, cela n'a pas empêché à ce que nous ayons un cycle électoral ou deux. C'est vrai, les contestations, il y en aura. Aux États-Unis d'Amérique, il y a eu contestation. Biden, Donald Trump, il a traîné comme Martin Fayulu le fait la vérité des urnes. Donald Trump aux États-Unis c'est la respiration démocratique. C'est la respiration démocratique. Et ce qui est vrai, lorsque vous allez dans le fond du problème, c'est important. Le problème est ailleurs. Le problème, il est ailleurs. Je vais chuter une seconde, je chute, pardon. Pourquoi je dis le problème est ailleurs? Puis Gérard l'a rappelé ici. On pose la question à Choni. Que reprochez-vous à Kadima? Il dit sur le plan organisation élection, il est irréprochable. Ouais. Sur le plan de la compétition, il est irréprochable. Oui. Le problème, le péché de Kadima, c'est d'être Moulouba. Et ce n'est pas Delodou qui l'a dit, c'est les princes de l'église qui l'ont dit. Il y a un deuxième thème très important qui est le chef de l'État est Louba, il ne peut pas être Louba, alors qu'on a une jurisprudence. Il y a eu des Katangais qui ont été présents de la CENI et Kabila était Katangais. Je suis quand même encerclé, mais on ne m'a pas rencontré sur mes préoccupations que j'ai soulevées. Soit au téléspectateur dans. J'ai parlé de moi je ne vais pas te rencontrer. Nous sommes là dans un débat, à toute élégance. Mais ce que je constate quand même, quand j'essaie de définir la démocratie comme la dictature de la majorité, je constate qu'il y a des auteurs qui ont estimé que cette définition est dépassée. La démocratie, pour moi, comme a dit Albert Camus, c'est la raison de la majorité. La majorité doit avoir raison, pas la dictature de la majorité. Parce que vous vous souviendrez avec moi, ce n'est pas parce que vous êtes majorité qu'on vous a vendu la République. Les citoyens ont toujours un droit de regard. La preuve en est que même en France, les peuples peuvent changer cette majorité. La loi Safari a été adoptée au Parlement. Les citoyens ont été dans la rue et on a révisé cette loi. Ici au Congo, on a voulu lier les recensements à la loi électorale. Les Congolais ont été dans la rue. Oui, la majorité, mais les Congolais. Donc je crois que ce qui est même dangereux quand on parle du peuple en tant que journaliste, moi je trouve ça dangereux. Mon vieux Naouaj a dit qu'un journaliste ne doit jamais prendre une posture maximaliste. Il faut être minimaliste. On ne peut pas parler au nom du peuple. Le peuple, c'est ceux qui sont dans la MOCA aujourd'hui, ceux qui sont à l'IDPS, ceux qui sont, je ne sais pas, avec un député. Donc le peuple n'appartient à personne pour dire le peuple. Non. Si les gens revendiquaient des postes à la CENI, que ce soit Katoubou, c'est légitime. Tout le monde veut avoir un droit de regard sur les processus électoraux. On n'est pas venu pour assister à une élection à la soviétique où on va, comme a dit Gilles, les combattants de l'IDPS, où on va proclamer Tshisekedi du président Chiluba. Mais moi j'ai dit quand même, on ne m'a pas expliqué quand même bien. Qu'est-ce qui a expliqué les selfies? Nous, moi j'observe comme journaliste, un président de la CENI est désigné au niveau de la CENI, il y a fait. Les gens prennent des selfies, Ngoïka Sanji monte. Oh. Tout l'union sacrée, en fait, il y a des images. Comme explique, moi c'est là où c'est qui m'intéresse, c'est pas les tribus d'Engo. Mais comment un arbitre, c'est ça tout le problème. Oui. Mais une manifestation illégale, ça veut dire que ce n'est pas à nous de dire que ça c'est la dictature, c'est la pensée unique. Non, je ne pas votre manifestation. Les raisons évoquées, ça c'est ce que disait Mendes. L'opportunité ne dépend pas de celui qui doit agréer. Ou de ceux qui sont contre, ou de ceux qui sont proches. L'opportunité d'une marche ne dépend que des organisateurs, c'est ça la démocratie. Mais l'image que ça donne, je ne sais pas si c'est ça les messages que Milapro et celles-ci ont voulu transmettre, c'est qu'aujourd'hui on refuse toutes les manifs anti-pouvoir. Oui, anti, parce qu'on dit l'IDPS est au pouvoir, Ngobila ce n'est pas l'IDPS, mais autrefois, des actes étaient posés, quand on tire reçu, c'était Kabila. Quand Bocha posait un acte, c'était Kabila. Même si Bandaki n'était pas du PPRD, c'était Kabila. Mais aujourd'hui, on refuse que nous disions que c'est les partis phares, c'est Tshisekedi qui est au pouvoir. Et que les manifs, c'est les partis au pouvoir. Je parle maintenant de Tshisekedi. On ne veut pas qu'on responsabilise. Non, vous êtes au pouvoir. Vous êtes comptable de tous les actes. Nous constatons qu'un parti qui a combattu pendant 32 ans pour les libertés publiques est au pouvoir, qu'on refuse aux autres Congolais d'exprimer leur point de vue aujourd'hui, en verrouillant tous les accès. C'est ça les constats que nous faisons. Et soyons comptables, c'est simple. C'est là où vous pensez que vous avez gagné, pas vous, Milapro et celle-ci. Non, moi je parle comme citoyen qui défend les libertés publiques. Et en tant que reporter à l'IDPS, qui a bien parti combattre pour les libertés publiques, qui aujourd'hui au pouvoir, nous voyons les contraires. C'est cela, j'ai fait un constat. Il parle comme citoyen, mais quand Jésus parle pour le peuple, il dit il est minimaliste. Vous voyez, ce sont des contradictions. Moi j'ai toujours dit, avant d'être journaliste, Serge, nous sommes citoyens congolais. Nous voyons, nous vivons.
Quand tu parles de ces sangs-là, tu parles à quelle qualité? On peut garder le silence. En fait, je vais vous retourner la parole parce qu'on va prendre... C'est contredit. Moi, je suis citoyen. Un journaliste doit. Apparemment, vous voulez encercler mon ami. Je suis encerclé là. Non, même pas. Il est pertinent. Nos téléspectateurs de juger. Dans les micros, donc. Regardez les micros moi, parce que en fait, Pi a commencé avec les premiers. Vous avez conclu. Vous allez commencer avec les deuxièmes. Et je crois que Jésus ou Pi, l'un d'entre eux va pouvoir conclure l'émission parce qu'ils auront le temps de revenir sur certains de vos arguments qui peuvent ou ne pas passer. Alors, c'est vraiment une affaire inédite. Je le dis, Congo Hold Up, mais ce n'est pas une première à mon avis. On a parlé des Panama Papers ici, on a parlé de Bloomberg ici, on a parlé par exemple des Global Witness, on a parlé, Centre Carter. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'on sait qu'on ne savait pas? Kabila a pillé ces pays, Kabila tout. C'est le mode opératoire, comment l'argent quittait telle place pour tel endroit, ou bien qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Non, écoutez, John Chingo m'a appelé le matin. Il dit, mais Wemba, comment vous parlez de nous à l'époque, nous, à CNews? Nous étions en clandestinité parce que nous avons dénoncé l'enrichissement illicite de la famille biologique de Kabila. Mais pourquoi aujourd'hui vous voulez faire la publicité de la presse internationale? C'est comme si le travail fait par les journalistes congolais n'est pas pris au sérieux par rapport à nos confrères de l'autre côté. Ça, c'est aussi un problème. Mais moi, je vais parler quand même comme technicien de l'information. Je suis content que sur ces plateaux... Un doctrinaire. Je suis content quand même sur ces plateaux... Ça, au moins, on a quand même quelque chose qui nous met tous d'accord. Oui, nous sommes, parce qu'on est passé par l'école. D'une même école. Moi, je ne suis pas là pour défendre Kabila. Mais je suis ici pour remettre en cause une enquête du point de vue pratique et technique. Comment 3 500 000 documents peuvent être authentifiés en moins de 9 mois par, je ne sais pas, comme 3 500 000. Je parle de 3 500 000. Je me suis quand même posé la question, je me dis vraiment quelque chose. Et puis nous, tel qu'on connaît Kabila, on s'attendait vraiment à des milliards. Bon, ces gens nous ont présenté 138 millions. Il y a d'autres Congolais, il n'y a rien que ça, parce que finalement, ça ne paraît pas intéressant. Mais moi, je vois autre chose aujourd'hui. C'est vrai, Kabila a fait ce qu'il a fait, il a géré les pays tels qu'il a géré. Mais quand on voit vraiment la sociologie des médias, les médias internationaux généralement, quand ils commencent comme ça, donc il y a quelque chose qui se cache. Moi, je vois quand même... Ça se trame même. Ça se trame. Tout le monde sera servi. Non, il y a une volonté quand même, justement, moi, si je l'ai dit, je la cite, peut-être l'avenir me donnera tort ou raison, il y a quand même une volonté de mettre la main sur Joseph Kabila. En tout cas, moi, je pense que la communauté internationale dans son ensemble ne l'a pas pardonné. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Kabila a été porté par ces médias, par cette communauté internationale. Vous avez même des élections en 2006 entre Bembe et Kabila. On a vu les forces de l'Union européenne ici venir protéger Kabila pour le porter au pouvoir en 2006, après des élections contestées. Et fort. Louis Michel était le tout premier diplomate à rencontrer Kabila, quand tout le monde les contestait. Quand Kabila n'avait même pas parlé, les gens disaient, est-ce que ce type il parle français? Louis Michel dit, il parle correctement français. L'Occident a porté Kabila. Mais pendant les règnes de Kabila, on a senti quand même que cet Occident, avec Kabila, les choses n'ont pas marché. Il y a eu un contrat chinois. Mais d'après nos informations, les plus grands péchés de Kabila restent les codes miniers qu'il a révisés. Il va les payer. Il va les payer d'une manière ou d'une autre. On cherche à mettre la main sur Kabila. Mais moi, je pense, moi, c'est mon point de vue. J'estime que nous Congolais, nous l'avons sanctionné. Il a placé un dauphin qui a été 3e. Donc ce n'est pas à Sonia Rollet de nous dire que Kabila est mauvais. Les Congolais sont assez matures, ils ont sanctionné Kabila. Et comme les Chiliens qui ont réclamé que Pinochet, malgré les crimes qu'il a commis, soit jugé par nous-mêmes, nous voudrions qu'on nous laisse, nous Congolais, les journalistes, nous le ferons, même notre justice, s'il faut juger Kabila, que ce se passe à l'intérieur de ces pays. Ce n'est pas à l'Occident, qui n'a pas les mêmes intérêts que nous. Qui n'a pas les mêmes intérêts que nous. Les mêmes agendas que nous. Qu'est-ce qu'ils visent? Parce que les Congo a un problème de stabilité. Il faut reconnaître, moi je ne peux pas dire que je suis défenseur de Kabila. Il faut reconnaître que depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois que nous sommes en train de voir un président vivant. Ils ont pris Gbagbo ici, l'ont amené humilié. Après ils l'ont retourné. Ils l'ont retourné pour dire qu'il n'est pas coupable. Mais nous a montré même l'intimité de Gbagbo. Est-ce que les Congolais ont besoin de voir un Kabila affaibli, qu'on aimerait en prison? On tend vers là. Et moi je crois que nous n'avons pas intérêt à ça. S'il faut juger Kabila, nous l'avons déjà politiquement sanctionné. Et judiciairement, on peut les sanctionner. Cette enquête, moi, je les remets en cause du point de vue pratique. C'est vraiment un chiffon papier qu'il faudra jeter dans la poubelle. Il doit revoir les choses. Il faut respecter le travail des confrères. Non, mais manipuler, on sait vraiment de la manipulation derrière ces médias internationaux. Parce que ce n'est pas la première. Vous savez, ces médias-là, ils ont fait la même chose avec Ceausescu.
en Roumanie. Ils ont Oui. pris les images des morts naturelles pour les présenter comme des victimes de Ceausescu. Et ces médias sont au service du capitalisme international. Aujourd'hui, ils sont au service des multinationales. Ce qui est grave, parce que moi, personnellement, je suis intéressé dans cette affaire directement. Vous savez pourquoi? J'ai eu des frères biologiques qui sont dans la police aujourd'hui, qui ont participé à la mission onusienne. Mais c'est quand même cynique. Les gens qui partent sous les labels de l'ONU pour défendre la paix, mais vous prenez leur argent qui ne vient pas de votre gouvernement. D'abord ici, vous les payez très mal, mais vous prenez leur argent, vous bouffez. Et ces policiers-là sont ici, au Kamobutu, ils sont à la 9e rue ici, ils venaient d'être chassés. Mais Kabila, franchement, si ces informations-là, non, c'est inhumain. Vous savez Serge, c'est un peu révoltant. Je pense qu'on va rester l'information pour porter des critiques de fond. Mais il faut dire que le rapport est là. Nous l'avons suivi, les documents audiovisuels qui a été monté de 4 minutes. Est-ce que tu es surpris d'abord? Non, moi je ne suis pas surpris. L'enrichissement sauvage de la famille biologique de Kabila saute aux yeux. Vous avez des Oui, c'est un enrichissement sauvage. Je vous dis, ça saute aux yeux. Wemba peut dire ce qu'il va dire, je vais porter mon jugement à la fin, mais ça saute aux yeux. Vous n'avez qu'à voir Kingakati, vous n'avez qu'à voir Kachamata, vous n'avez qu'à voir les immobiliers qui sont ici dans la ville. Attention, nous sommes journalistes politiques et nous avons une dimension d'investigation. Nous connaissons des choses dans cette ville. Congo central, si c'est une de Mateba, si c'est quoi, tout ça, ainsi de suite. Et c'est pas moi, c'est le professeur Willy Michiki qui l'avait dit. Ce qui concernait Kabila, c'est le business, c'est son argent, tout ça. La politique n'était pas son affaire. Et ça fait très mal. Nous rencontrons ces policiers. Mon cher ami, ça c'est inhumain. Des policiers qui sont partis sur le champ d'honneur pour un autre pays étranger. Ils ont laissé femmes et enfants ici. Et ce sont les Nations Unies qui envoient l'argent pour payer ces policiers, pour payer ces militaires. Vous prenez cet argent, vous bouffez. L'argent pour nous organiser les élections. Parce que dans ces histoires, ici, maintenant, on n'est pas innocent. Parce qu'on a dit même l'argent de la CENI, qui du reste était le problème d'argent qui venait de l'extérieur, a été aussi intérieur. Mais d'un autre côté, comme Wemba le disait un tout petit peu, vous savez, les Occidentaux ne font rien pour rien. Ces médias internationaux qui sont en fait le prolongement du néocolonialisme, nous savons comment ils opèrent. Quand ils sont derrière quelque chose de comme ça, il y a toujours quelque chose. Ils opèrent comment? Ils vous prennent, vous êtes chouchou, tout ça, on a vu avec Mobutu ici, on fait les Occidentaux. Mais quand leur intérêt n'est plus là, vous devenez un animal à battre. Nous l'avons vu, c'est ce qui a coûté la vie à Gbagbo. En réalité, quand Gbagbo était devenu plus nationaliste, vous ne savez même pas. C'est le refus du non-changement de code de minier opéré au niveau de la Guinée par Alpha Condé qu'aujourd'hui nous avons ce gourou c'est Ndoumbouya qui a pris qui a pris le pouvoir. Et nous savons que Kabila a causé beaucoup de tort aux Congolais. Mais je crois que pour juger Kabila, ça devrait être un problème des Congolais, mais un message aussi que les gens ne scriptent pas. Nous faisons ça à Kabila, après 18 ans de pouvoir, rien n'a été connu. Tu sais qu'est dit avec ta dynastie, fais aussi attention. Gérez bien le pays, les finances du pays, pour qu'après qu'il n'y ait pas aussi des choses allant dans ce sens aussi. Parce qu'aujourd'hui, à tout bout de champ, avec au nom de la compétence universelle, on peut se réveiller un matin, on prend Kabila parce que c'est vraiment une affaire de famille, et puis nous assistons à des choses qui ne vont pas aller dans le sens qu'il faut. Qui on cite aujourd'hui? On cite un certain Francis Sélémani, le frère adoptif. On cite Gloria Muteo, la sœur de Kabila. Je crains fort que demain... Et l'honorable Jeannette aussi, elle est citée. Je crains fort que demain, ça soit Paul Tchilou, ça soit Michel Moulumba, parce que c'est des plaintes non. Hein. Serge, moi je suis très intransigeant vis-à-vis de la question. Quand c'est un journaliste belge qui vous alerte que c'est les Belges qui massacrent, qui tuent, qui décapitent les Congolais en 1885, je crois, c'est un journaliste belge qui a alerté la communauté internationale, là on a applaudi. Anglais. Quand c'est un journaliste étranger qui vous alerte sur les massacres de Kamounan-Sapou, là on applaudit. Mais quand on vous dit qu'il y a des prédateurs qui ont volé l'argent du pays et qui a fait en sorte qu'on ait des problèmes aujourd'hui, c'est la conséquence des problèmes qu'il y a aujourd'hui. Si la gratuité tue, bas de l'aile, c'est parce qu'on n'a pas de budget. C'est parce que les gens se sont accaparés de l'argent de l'État, ils ont mis dans la poche, ils ont investi, etc. Ils ont créé des entreprises privées au détriment de ce Congolais-là. Mais on parle de quoi? Serge,
2014-2015, ces événements se déroulent. Mais ceux qui ont mené des enquêtes vous disent qu'il y en a plusieurs dossiers. C'est un début. Les 138 millions là, je vous dis, ça ne représente absolument rien de révélations qui vont s'en suivre. Très bien. Pardon, c'est important. J'ai parlé avec l'inspecteur général des finances, parce que je devais avoir les comptes d'information. J'ai suivi les enquêteurs disent, parmi les renseignants, les personnes qui ont fourni des informations, l'inspecteur général des finances a donné des informations. J'ai pris contact avec l'inspection générale des finances. Voilà les révélations graves. L'IGF m'informe qu'il y a une plainte. L'inspection générale des finances a déposé son rapport sur la banque BGFI Bank, qui a une plainte déjà il y a 3 mois. Mais j'ai vu la lettre de madame... Il y a 3 mois, Serge. Qu'est-ce qui se passe? Cette banque-là doit à l'État congolais 55 millions de dollars. 55 millions de dollars. Et lorsque l'IGF a déposé son enquête, ils ont eu à faire des contre-vérités comme d'habitude, ils se sont agités. Et lorsque les inspecteurs sont venus, la justice est saisie. Les responsables de la banque viennent voir l'IGF pour négocier. Non, ah bon, monsieur, mais cette histoire est tirée la plainte, on va voir comment on peut le payer par palier. Je vous parle des informations vraies, j'engage même Jules Laninguette en tant qu'inspecteur général. On va vous payer parce que l'IGF a exigé à ce que cette banque donne du coup à l'État congolais 55 millions de dollars. Mais la banque est incapable de donner cet argent parce que la banque n'a qu'un matelas de 30 millions de dollars. Comment vous pouvez avoir un matelas de 30 millions de dollars de fonctionnement, mais vous avez des dettes au-delà de 55. Mais même ça démontre c'est une nébuleuse avec des entreprises écrans. Et c'est voilà, justement, le Sud-Oual, tout ça passait par là, c'est l'argent de l'État. Mais lorsqu'on vous dit par exemple, les casques bleus, Serge, c'était une honte au niveau international. Le Rwanda avait envoyé des policiers en RCA, la RDC, l'Ouganda. Mais vous savez qu'on a chassé les policiers congolais en RCA. On les a chassés, tous les contingents. Comme des malfrats. Certains ont été tués. Parce que les Rwandais, l'argent envoyé par l'ONU, redistribué aux policiers. Ils vivaient mieux. Les Ougandais ont fait pareil. Mais les Congolais, tellement qu'ils n'avaient rien, même pas des bottes, c'est qu'ils ont fait, ils ont clochardisé. Et puisqu'ils avaient que les armes, ils ont rançonné les villages, ils faisaient des incursions, etc. Et les Centrafricains ont dit niet, trop c'est trop. On les a chassés comme des malfrats. Certains, ceux qui ont eu de la chance, ont traversé le Bangui chez vous là-bas. Malheureusement, ceux qui n'ont pas eu de chance ont été tués. Et donc, Serge, il ne faut pas avoir de la pitié pour des gens qui ont tué ce peuple. C'est ainsi que je dis. Il faut que le procureur général se saisisse du dossier. Ce sont des enquêtes, on accorde des bénéfices de doute, mais des révélations pareilles. Lorsque vous les confrontez avec les journalistes, nous ne sommes pas là que pour faire les comptes rendus. Moi, j'ai fait un pas. Je suis allé vers l'inspection générale des finances. J'ai eu certaines révélations. Faisons des investigations. 3,5 millions de données. Oui, effectivement. Je vous confirme. Je vous confirme, moi, qui aurait il y a les 3 millions de documents. Mais ce sont des langages bancaires. Ce sont des transactions bancaires. On dit non, comment ils ont analysé en 9 mois, oui. Les langages bancaires, les chiffres, ça va vite. C'est dans un logiciel. On a tenté les écritures bancaires. On a tenté. Ce n'est pas des documents comme ça, 3 millions de documents. Non. Ce sont des éléments bancaires, des transactions. Je n'ai même pas 10 secondes. C'est possible. 10 secondes. Non, je voulais dire tout simplement qu'il y a des choses qui traînent pour rien alors que le président peut faire des choses pour qu'on aille de la... Qu'on élimine les de Olingankoi, cette histoire de ces sacs appelle ces des institutions inutilement inutiles pour lesquelles on peut prendre de l'argent du CENSA, mettre ça à la gratuité de l'enseignement. C'est ça qu'appelle c'est tout ça. Ils disent, attention, tu sais qu'il dit, aujourd'hui c'est Kabila, les rapports, ça vient de Kabila. Ah oui. Mais qu'est-ce que tous ces gens-là, les proches du chef, oui, il faut là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que demain on aura des voyages? En termes d'équilibre, mais 138 millions, c'est moins. J'aurais bien voulu d'où Jésus mener une enquête objective sur les 400 millions qu'on a dépensés pour les 100 jours. Pour les 100 jours, il y a eu 400 millions. C'est vraiment une gabégie. Oui. Si des 18 ans de Kabila, on parle de 138 millions, c'est plus scandaleux qu'on nous parle de 400 millions. Serge, il y a des milliards. Pour les régimes. On n'est pas pour il y a des milliards. Ma dernière question. Il y aurait des scandales. Vous êtes d'avis que nous puissions remettre l'antenne et nous poursuivons les débats off the record? Oui, comme les vieux gars là. On a fait un débat sur la radio aujourd'hui. Merci beaucoup, madame. Continuez le débat cette émission. C'était très bien pour vous ce matin. Arrêtez d'envoyer les gens à Kolwezi, à là-bas. Votre tour va venir aussi. Il faut faire attention.
Il n'y a, pas que, il y a jamais un sans deux. Donc, c'est déjà une leçon. On se retrouve demain, ce sera mardi, deuxième thème de l'émission. On va décrypter ce que sera la répression ou non de ces sit-ins d'aujourd'hui.